fait, je voudrais repartir du postulat que l'État, aujourd'hui, veut se désengager un peu financièrement de la dépense publique et qui veut responsabiliser l'individu sur la dépense publique. Je crois que vous avez une vision un peu différente de la solution à apporter à ce qui est aujourd'hui, ce qu'on considère comme la dette de la sécurité sociale notamment. Alors, là, vous posez deux questions. Donc, plusieurs questions. Une sur la dette et l'autre sur la responsabilisation. Non, je pense que l'idée de la franchise, puisque c'est de ça dont vous parlez, pour responsabiliser les malades, est une idée qui ne marche pas, auquel on aurait pu penser qu'elle soit empiriquement fondée. En fait, c'est pas le cas. La seule chose que, quand les gens payent de leur poche, la seule chose qu'ils maîtrisent, c'est le moment où ils vont consulter le médecin. Donc quand les gens se disent « tiens, ça va me coûter cher », ils attendent avant d'aller voir le médecin. Et comme ils sont eux-mêmes assez mauvais juges de leur santé, c'est-à-dire il y a des choses qui font très mal, qui ne sont pas très graves, et il y a des choses qui sont très graves et qui font pas mal. Donc ils vont reculer le moment où ils vont voir le médecin, et en reculant ce moment-là, ils peuvent avoir des problèmes de santé, et en revanche, ils ne contrôlent pas du tout ce que le médecin va prescrire. Donc quand on regarde, ce qui est normal. Mais il recule en fonction du fait qu'il pense que c'est pas grave ou pour un problème financier? Non, si vous voulez, ils reculent parce que ça leur coûte de l'argent. Donc si vous voulez, parce que ça coûte de l'argent. Et on l'a bien vu en France dans les années 80-90 pour les soins dentaires, où les gens de milieux défavorisés attendaient avant d'aller chez le dentiste. Et donc la France est un pays particulier. On rembourse mal, on paye mal les soins. Et en revanche, les prothèses coûtent énormément d'argent. Donc, et tout ça, c'est un peu la politique de Gribouille. Donc, si vous voulez, il est très étonnant. Enfin, moi, j'étais très surpris des déclarations du gouvernement sur la franchise. D'abord, ne s'intéresser qu'à ça et pourquoi pas au reste. Ne parler que de 850 millions d'euros alors qu'on a un déficit de 8 milliards. Ne donner aucune perspective pour la politique de santé. Tout ça, j'ai trouvé ça assez étonnant. Et notamment à l'hôpital, vous pensez qu'il y a d'autres solutions? Vous parlez pratiquement d'autogestion à l'hôpital, en fait, non? Quelque chose comme ça. Non, pas d'autogestion, mais d'autonomie. Non, si vous voulez, quand vous regardez le système de santé français, c'est assez simple. Il a trois caractéristiques par rapport aux pays proches de nous. Je ne parle pas de financement. Hein. On hospitalise plus. Donc il y a 251 hospitalisations en France, alors que la moyenne des pays comparables, c'est 160, donc c'est beaucoup. Hein. On prescrit beaucoup plus de médicaments, 2 fois plus, c'est considérable. Il y a beaucoup de médecins et peu d'infirmières. Si vous voulez, en France, il y a 2 infirmières par médecin, alors que dans les pays anglo-saxons, il y en a 4. En revanche, il y a 3,4 médecins pour 1000 habitants, alors que dans les pays anglo-saxons, il y en a 2. Donc on a un système cher. On fait à l'hôpital des choses qu'on pourrait faire en ville, et surtout, on prescrit énormément. Donc il faut responsabiliser plus l'hôpital, lui donner plus de responsabilités. Non, si vous voulez, l'évolution des textes depuis longtemps, parce que c'est tout ça, c'est des vieilles histoires, oui. A conduit la puissance publique à définir de plus en plus précisément le fonctionnement de l'hôpital. Pour parler que des règles de sécurité, contre lesquelles je ne suis pas, mais il y a une espèce de folie sécuritaire qui fait qu'aujourd'hui, il y a 43 familles de règlements qui s'appliquent à l'hôpital, uniquement sur la sécurité. Le reste, ça devient tellement précis que c'est une bureaucratie folle. Or, la réforme récente, on a assoupli les recettes avec ce qu'il est convenu d'appeler la tarification à l'activité, la T2A, et en revanche, on n'a pas du tout donné plus d'autonomie à l'intérieur de l'hôpital. En termes d'assurance complémentaire, donc on est confronté aujourd'hui à 2 solutions, soit l'assurance privée, le système assurantiel traditionnel, la mutuelle. Est-ce qu'à un moment donné, vous pensez qu'il doit y avoir une différence entre les deux et oui, il y a eu une différence qui a joué un rôle très très important et qu'on rappelle jamais, c'est que le mouvement mutualiste, en ne solvabilisant que le secteur conventionné pour l'essentiel, ça a un peu évolué, a empêché l'inflation des dépenses de santé. Si vous voulez. Je ne comprends pas bien le principe. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer, c'est simple. Si jamais la mutualité, qui est quand même l'assureur complémentaire de référence, avait remboursé le secteur en horaire libre, eh bien, ça aurait encore plus accru le niveau des honoraires libres. Si vous voulez, dans les pays où les gens payent de leur poche, comme aux États-Unis, beaucoup d'entre eux payent leur assurance santé. Ouais. Les gens riches pensent que les bons médecins sont les médecins chers
et les hôpitaux luxueux sont les grands hôpitaux ou les bons hôpitaux. Et donc, en fait, quand on regarde sur 30 ans ou 40 ans, on a uniquement de l'inflation. Donc, si la mutualité avait remboursé le secteur honoraire libre, on aurait une inflation encore plus grande que celle qui a eu lieu. Voilà. Donc, c'est une méthode pour que la mutualité soit une solution pour contrôler ça, c'est l'inflation et un maintien d'une forme égalitaire d'accès aux soins. Oui. En même temps, la mutualité, dans son ensemble, les mutuelles on base leur système sur un système de solidarité. Oui. J'entendais à midi, je parlais avec des mutualistes qui me disaient aujourd'hui, un retraité coûte 2,5 fois sa cotisation. Oui, c'est exact, un actif coûte 0,60% de sa cotisation. Exact. Il faut absolument maintenir ce système parce que c'est impossible autrement. Oui, mais est-ce que c'est pas antinomique avec notre problème actuel de tout assurantiel, si vous voulez, ou bien on a un message politique, ou bien on fait des affaires. Donc, oui, mais le message politique, c'est facile, il faut... Non, c'est pas facile du tout, la preuve. Non, c'est pas facile du tout, non, la preuve. C'est pas facile du tout, puisque, effectivement, si vous voulez, quand vous prenez les dépenses de santé par habitant, on est à l'indice 100 quand on a 56 ans. Donc, en dessous de 56 ans, c'est moins de 100, et au-dessus de 56 ans, c'est plus de 100. Donc, les retraités, effectivement, coûtent ce que vous dites. Donc, ou bien on a un message politique et on considère que tout le monde paye la même chose qu'on soit ou qu'on ne soit pas retraité. Et donc, en fait, on organise une redistribution consciente. Moi, je suis mutualiste à la MGN parce que je suis prof. Et je sais très bien que je paye pour des gens qui sont retraités. Mais il y a beaucoup de mutualistes français qui sont comme ça, et qui le savent et qui continuent à le faire parce que c'est comme ça, parce qu'il n'y a pas de discrimination, parce que le fait d'être mutualiste, c'est viable militant. À terme, ça. Alors, comme vous le savez, c'était plus facile autrefois quand la structure de la pyramide des âges était très différente. Il est clair que le mouvement mutualiste va avoir un problème avec l'arrivée à l'âge de la retraite de la génération du baby-boom, parce que beaucoup de gens confondent deux problèmes, qui est le vieillissement de la population. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On vit plus vieux, on est moins dépendant. On est moins dépendant aussi, même si on est plus vieux. On est moins dépendant, on est plus vieux, on vit plus vieux, mais on est moins dépendant. Donc, on est moins dépendant, donc c'est une bonne nouvelle. Et un phénomène tout à fait important et qu'on connaît bien entendu, qui est l'arrivée à l'âge de la retraite de la génération du baby-boom. Donc si vous voulez, le problème de la démographie et des retraites en France, c'est pas tellement le vieillissement, c'est cette anomalie dont beaucoup démographiques dont beaucoup d'entre nous font partie. Moi, je suis juste un peu avant, mais c'est 47-73. Où là, ils rentrent en retraite cette année. Pour vous donner un chiffre, en 2000, il y avait 480 000 personnes qui atteignaient 60 ans, français. Cette année, il y en aura 850 000. Donc ça n'a rien à voir. 300 000 de plus. L'équation est difficile à résoudre. Donc pour le mouvement mutualiste, si vous voulez, on va avoir une structure des cotisants qui va changer. Mais à mon avis, à partir du moment où on va commencer avec ça, on aura du mal à prétendre, nous les mutualistes, qu'on est différents des autres. Est-ce que vous pensez que le mouvement mutualiste aujourd'hui peut être fort de contestation, c'est-à-dire lutter contre... Il a toujours été. Regardez en 1980, la grève organisée par René Telade sur et contre le ticket modérateur d'ordre public, donc non remboursable. Le mouvement mutualiste a joué un rôle important dans une partie de la réforme de 2004, j'allais dire sur ses bons aspects. Mais quand je parle de la réforme de 2004 et donc le médecin, le médecin traitant, je dis j'aime bien la musique, mais j'aime pas les paroles. Donc la musique est mutualiste, mais malheureusement les paroles étaient de Monsieur Douste-Blazy, donc avec lesquelles j'étais pas toujours d'accord. Donc aujourd'hui, ils peuvent continuer à être non seulement facteurs de mouvement social, ils doivent. Et moi, à mesure de mes maigres moyens, j'essaye de les accompagner justement pour expliquer, si vous voulez, que la solidarité, c'est pas une affaire de richesse, c'est une affaire de choix philosophique et politique. Il y a un espoir par rapport à ça, parce que c'est pas un discours qui aujourd'hui est dépassé, sur lequel on dit on peut plus. Vous croyez que tous les gens qui sont là à ce congrès aujourd'hui, ils sont là pour gagner des sous? La réponse est non, ils sont pas là pour gagner des sous, ils sont là parce qu'ils y croient. Merci beaucoup. Merci.